En fait, je suis né ici au Sables-d'Olonne, le 15 mai 1923, ce qui fait que j'ai un peu plus de 100 ans à l'heure actuelle. Et évidemment, c'est un âge avancé où on n'a plus les mêmes capacités qu'autrefois. Et j'aurais bien voulu être de votre âge, ou plutôt me retrouver à cette période dont vous voulez que je vous parle, et qui remonte, il faut bien le comprendre, à déjà 83 ans. Hein. Alors, mon enfance s'est passée très simplement, comme tous les enfants de l'époque. On a vécu dans une atmosphère familiale, affectueuse, entourée par les parents, les grands-parents, d'amour et d'affection. Et petit à petit, on est passé de l'enfance à l'adolescence, et puis de l'adolescence, la vie a continué. Alors, j'ai rien de spécial à signaler, sinon que j'ai été très heureux pendant toute cette période d'insouciance, de tranquillité, environné d'amour et d'affection, comme tous les enfants de l'époque, enfin la plupart des enfants de l'époque, parce que bien sûr, tout le monde n'est pas aussi heureux ou malheureux que les uns que les autres. Mais enfin, pour moi, tout s'est bien passé. Jusqu'à ce funeste jour du 17 juin 1940. Ce jour-là, à midi, j'ai pris la radio, j'étais à Nantes, mes parents avaient évacué Nantes et s'étaient réfugiés chez mes grands-parents qui habitaient Roche-Fervière, c'est-à-dire à 30 km de là, et parce que finalement à Nantes, tout s'était plus ou moins arrêté avec l'approche des troupes allemandes. Alors il n'y avait plus de bouchers, il n'y avait plus de charcutiers, il n'y avait plus de boulangers, etc. Et on s'était réfugiés à Roche-Fervière où là tout était tranquille et on avait tout à notre disposition. Et puis ce jour-là, maman avait eu besoin de quelque chose, elle m'avait dit, bon ben prends ta bicyclette, va me chercher ça à Nantes, etc. Puis tu reviens. Effectivement, je suis arrivé à Nantes, j'ai pris le truc, puis alors il était midi, j'ai pris la radio. Et là j'ai entendu l'allocation du maréchal Pétain. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que pour comprendre la réaction qui a pu se passer en France ce jour-là à l'annonce à l'allocation du maréchal Pétain, il faut se souvenir que nous vivions depuis la fin de la guerre 14 dans cette atmosphère du souvenir, du sacrifice d'une partie de la jeunesse française et ensuite de tous ceux qui étaient revenus mais qui avaient été traumatisés, handicapés, etc. Dans les années avant 30, la France était un vaste pays en deuil, tout était en noir, les femmes étaient couvertes, parce qu'on faisait le deuil à ce moment-là, et alors les dames s'habillaient tout en noir avec des grandes voilettes qui leur couvraient, etc. Alors, ensuite, les anciens combattants étaient là, on vivait dans le souvenir de nos parents, de nos amis qui avaient fait la guerre de 14, de leur sacrifice, de leur courage, de leur dévouement, et ces manifestations, les monuments aux morts qu'on érigeait à droite et à gauche et qu'on inaugurait, il y avait une atmosphère d'attachement à la patrie qui était considérable. Et tout le monde avait un sens du devoir, sans que ce soit quelque chose de forcé, c'était ancré en nous, ça faisait partie de la vie de chacun, et on vivait avec ce sens d'un devoir vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de notre patrie. Ce qui explique l'atmosphère qui régnait ce 17 juin 1940. Et quand le maréchal Pétain a annoncé qu'il fallait cesser le combat, il y a toute une partie des Français, pas quelques-uns, mais de très 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 nombreux Français qui se sont révoltés contre cette décision qu'ils jugeaient injuste, inacceptable, insupportable, et ont décidé en disant mais non, nous n'acceptons pas nous nous révoltons contre cette décision, contre ces événements, et nous allons continuer la lutte. Et ce jour-là, ils ont refusé la défaite, refusé la soumission, l'asservissement, et se sont lancés dans une action, ils ne savaient pas encore laquelle, mais c'était dépassé, c'était plus fort qu'eux,
ils ne contrôlaient pas leurs réactions et sont devenus, disons, résistants, sans le savoir d'ailleurs, mais en disant « nous allons nous opposer ». Alors, ils ne savaient pas très bien comment. Et au début, évidemment, ils se cherchèrent, avec prudence d'ailleurs, pour savoir un peu, alors, dans leurs relations, ils se tâtonnaient, et puis finalement ils se retrouvaient, et puis ils se sont plus ou moins rassemblés, etc., par corporation la plupart du temps, et c'est ainsi que a démarré le 17 juin ce mouvement de révolte que le lendemain, par l'appel du 18 juin, le général de Gaulle a baptisé du nom de résistance, légitimement cette révolte qu'il jugeait absolument nécessaire pour rétablir l'honneur de la France. Alors, en ce qui me concerne, ce jour-là, j'ai été happé par la guerre, bouleversé. J'ai été poussé sans pouvoir me contrôler vers disant il faut que je fasse quelque chose. Et je m'en suis ouvert à mes parents. J'avais 17 ans. Et à l'époque, 17 ans, vous savez, on n'était pas très évolué comme maintenant. Hein, on était encore dans une jeunesse, une adolescence très obéissante aux parents, on dépendait très d'eux, très bien. Et mes parents m'ont répondu, mais tu as tout à fait raison, nous pensons exactement la même chose, mais tu sais, c'est une décision grave, etc. Réfléchis bien, etc. Bon. Quelques mois ont passé, puis mes parents se sont aperçus que l'idée de continuer, de rejoindre l'Angleterre pour continuer la lutte auprès du général de Gaulle était bien ancrée en moi, et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à partir. J'ai fait un premier essai sur la côte du Finistère, mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher, bien que j'avais été accueilli très, très, très gentiment par monsieur Lavalou, qui était le pharmacien de Pont-l'Abbé. Et alors, à ce moment-là, il m'a dit, je ne peux rien faire pour toi, il faut que tu retournes, parce que Dessiendorf, qui avait été envoyé en mission, venait d'être arrêté, trahi par son radio, et la sécurité allemande s'était renforcée d'une manière considérable, et Lavalou me dit, mais tu n'es pas d'ici, tu habites Nantes, tu es ici en position anormale, il faut que tu retournes, et moi je te conseille de passer en zone libre, et de là tu verras comment tu peux rejoindre l'Angleterre par l'Afrique du Nord, etc. Alors, je suis revenu, mes parents m'ont dit, bon, ben, c'est d'accord. Ils m'ont aidé à passer la ligne de démarcation. Et là, je suis parti pour essayer. Alors, à Marseille, j'ai essayé de voir dans quelle mesure je pouvais m'embarquer, m'inscrire comme inscrit maritime, etc. Tout était bloqué, tout était contrôlé, tout était fermé. J'ai descendu la côte, je suis arrivé jusqu'à Cerbère. Et là, bon, Cerbère pour vendre... j'ai rencontré dans un foyer, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de réfugiés aux zones libres. Et il y avait des foyers où on accueillait ces réfugiés, où on leur permettait de dormir et on les nourrissait pendant quelques jours, etc. Alors j'ai rencontré 2 camarades de mon âge, j'ai fait connaissance ce jour-là, et on a décidé tous les 3, bon, puisqu'on ne peut pas s'embarquer, on va partir par l'Espagne, on va aller jusqu'à Barcelone, et aller à Barcelone, il n'y a pas de problème, on ira au consulat britannique, et là... Alors, finalement, on fait ce que je vous dis, j'abrège un petit peu, hein, parce que, bon, alors on est passé la montagne, on est descendu de l'autre côté, on a marché, on est arrivé à Barcelone, et on est arrivé au consulat britannique. Voilà, le consul britannique nous dit, mais comment vous avez fait pour venir jusque-là? Non, personne ne nous a jamais rien demandé, mais tout est contrôlé, personne ne peut rentrer dans ce consulat, il y a la police tout autour qui interpelle tout le monde. Oui, mais ils n'avaient pas fait à trois jeunes qui avaient tous 17 ans et 18 ans, moi, le plus vieux de nous deux. Je n'ai pas fait attention, ce qu'ils cherchaient, c'était des gens d'une 25 ans, 30 ans, etc., qui étaient d'anciens militaires ou quelque chose comme ça, ou qui avaient participé, ou qui étaient capables d'être mobilisés. 3 gamins. Ils ne s'en occupaient pas, ils ont pensé que nous étions les enfants du consul et des employés du consulat. Alors le consul nous dit,
bien sûr, vous êtes venu, mais je ne peux rien faire pour vous. Ah, non, parce que tout est bloqué, et je me demande comment dire, vous êtes arrivé jusque-là, tout est bloqué, etc. Bon, le conseil que je vous donne, c'est de retourner d'où vous venez en France. Alors on leur a pris, bon, puisque vous le prenez comme ça, on débrouillera tout seul, etc. Ah non, non, mes enfants, pas de problème, je vais quand même faire quelque chose pour vous. Alors, d'abord, je vais vous donner un peu d'argent, parce que vous n'en avez pas. Et puis ensuite, je vais vous donner une adresse, mais elle est au Portugal. Alors il faut traverser toute l'Espagne. Ah, vous savez, je ne vous donne pas beaucoup de chance, peut-être une chance sur 1000. Mais si jamais vous arrivez de l'autre côté, faites-moi signe, faites-le-moi savoir, j'en serai très heureux. Alors finalement, on est parti et on est arrivé à Madrid. Et tout s'est bien passé, on est sans histoire, on est passé à travers les contrôles, je ne sais pas comment ça s'est passé, on s'en est pas perçu, personne n'a fait attention à nous. Hein. On arrive à Madrid. Et d'un seul coup, là, tout bascule. Alors que jusqu'à présent, tout avait marché d'une manière merveilleuse, tout bascule. Et regardez comme c'est bête. Quand on a changé de gare pour prendre des billets pour repartir sur le Portugal, on s'est trompé d'entrée, on est rentré par la sortie au lieu de rentrer on est rentré par l'arrivée au lieu de rentrer par le départ. Alors là, on s'est trouvé brusquement dans un esplanade extrêmement vide, et quelques secondes plus tard, nous avions 3 policiers autour de nous qui nous demandaient ce que nous faisions là. On était incarcérés et on a été condamnés à 2 ans de prison. Au bout de 2 ans de prison, à la Condé de Pénalver, on nous a rapatriés en France, et là, bon, moi, mes camarades ont décidé de s'engager dans l'armée française, ils sont partis dans l'armée coloniale, et moi, j'ai décidé de revenir à ce moment-là en zone occupée pour pouvoir redémarrer, parce que je me suis dit, dans le Finistère, maintenant, ça doit être calmé, etc., et je vais pouvoir repartir. En passant à Nantes, je vois quand même mes parents que je n'avais pas vus depuis 3 mois. Je leur raconte mon histoire, et maman me dit, écoute, je ne sais pas, mais tu n'es pas 24 heures près. Parce que j'ai dit, je repars demain matin. Non, tu n'es pas 24 heures près. Au point où j'en suis, je ne suis pas 24 heures près. J'ai peut-être une idée. Et effectivement, alors, voilà ce que je vous disais pour commencer. Petit à petit, les gens s'étaient regroupés petit à petit, en se reconnaissant, en ayant les mêmes idées, la même volonté de servir la France. Et là, c'était dans ce milieu médical auquel nous étions familiers parce que mon oncle était médecin à Nantes. Et alors, ma mère est allée voir une de ses amies qui était la femme du docteur Viel, qui a vu un autre réfléchir. Finalement, ça aboutit à Nicole de Hautloc, lequel aboutit à Rémy. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, Rémy avait besoin de quelqu'un. Nos routes se sont croisées. Moi, je voulais partir en Angleterre. Lui avait besoin alors, il est venu me voir. Alors là, il me dit, mais si vous partez en Angleterre, c'est pour combattre. Je ne peux pas vous faire partir tout de suite, mais dans quelque temps, ça sera peut-être possible. Alors, si vous pouviez, vous pourrez combattre à mes côtés. Bon, pas bien sûr. Hein. Si vous voulez, il n'y a pas... Oui, mais enfin, quand même que vous prévienne. Hein. Si vous acceptez de travailler avec moi, ça sera sans doute très fatigant, très pénible, mais surtout, ça sera très dangereux. Alors moi, j'écoutais tranquille. Maman était à côté de moi, écoutait tout ça. Et vous risquez d'être arrêté. Si vous êtes arrêté, vous serez torturé. Et ensuite, vous serez fusillé. Alors, est-ce que vous continuez, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour travailler avec moi? Et moi, je dis, oui, pas de problème. Alors, ça surprend cette réponse parce que les gens ne comprennent pas l'atmosphère dans laquelle on vivait. Et puis alors, surtout, quand un garçon s'engage pour aller combattre, quand on combat, on a tous les risques de se faire tuer quand on va se battre les uns contre les autres. Donc, que je sois tué ici, que je sois tué là, je combattais en sachant très bien qu'à partir du moment où je m'engageais, je risquais ma vie. Mais risquer ma vie, c'était le devoir. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et que maintenant, dans une autre atmosphère qui est celle d'aujourd'hui,
on a des difficultés à admettre, parce que ça vous paraît quand même un peu exorbitant de la situation actuelle et des réactions qu'on peut avoir. Mais comme je vous le dis, nous étions saisis par l'atmosphère générale de devoir vis-à-vis de notre pays. Alors, je suis parti avec Rémi et je suis devenu son agent de liaison personnel. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il m'a présenté à tous ses agents, parce que Rémi était venu avec une mission très précise de la part du BCRA. Le BCRA, c'était les services secrets de la France libre, le Bureau central du renseignement et de l'action. Et alors, on lui avait dit, voilà, vous allez installer une ligne de renseignement entre Brest et Hendaye. Parce que ce qui est important à l'heure actuelle pour nous et pour les Anglais, c'est pas d'avoir des combattants. On n'en a pas besoin de combattants, on a besoin de renseignements parce que nous sommes complètement aveuglés. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, à 30 km. Et c'est très important de savoir ce que préparent nos adversaires. Alors Rémi était donc venu et avait monté toute cette ligne de renseignement. Il avait un agent à Brest, un agent à Lorient, un agent à Vannes, un agent à Nantes, un agent à La Rochelle, etc., jusqu'à Hendaye. Et alors, bien sûr, il allait de l'un à l'autre pour copier, pour avoir les renseignements et les communiquer à Londres. Il n'avait pas le temps de l'autre côté d'organiser son réseau, etc. Il lui fallait quelqu'un. Et alors, c'est ainsi que moi, je suis devenu l'envoyé qui, disons, récoltait les renseignements et avait le contact avec les agents. J'étais le seul. À partir du moment où il m'a présenté à l'ensemble des agents, ils n'ont plus vu Rémi, sauf quand ils en avaient besoin, et à ce moment-là, j'allais les chercher, je les amenais à l'endroit où, à l'époque, Rémi était, il changeait continuellement d'adresse, il changeait continuellement d'emplacement, pour pouvoir avoir ces conversations, ces discussions, etc. Mais j'étais le seul. En fait, je l'ai appris bien plus tard, parce que j'ignorais exactement à quoi correspondait cette fonction. J'ai rempli pendant 1 an la fonction de ce qu'on appelle l'officier traitant, qui est confié d'habitude à des agents chevronnés, et quand c'est en zone de combat, au maximum 3 mois. Et moi, je l'ai fait pendant 1 an, tranquillement, sans problème, sans histoire. Je ne me suis jamais rendu compte de rien. Tout se passait très simplement, je n'avais pas de problème, on ne m'a jamais rien demandé, on ne m'a jamais contrôlé, etc. Raison simple, j'étais un gamin. Or, les Allemands, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient des gens qui avaient une trentaine d'années et qui étaient déjà, avaient chargé des missions, mais un gamin, il ne faisait pas attention. Ouf. Moi, je passais au milieu, il ne demandait jamais rien, il disait pas vac. Bon. L'amusant, c'est que, alors là, je fais une petite digression, mais longtemps plus tard, en 1976, vous voyez, je saute beaucoup. Rémi m'appelle, il me dit, dites donc Pierre, faudrait absolument que vous veniez dîner avec moi mercredi soir. On dîne chez Lacombe, qui habitait Saint-Germain-en-Laye dans le Maine-et-Loire, et il y aura l'amiral, comment s'appelle-t-il, l'oncle de la reine d'Angleterre, là. Vous voyez, et alors, cet amiral avait été chargé pendant la guerre de contrôler par Churchill toutes les opérations extérieures, et il était surpris en disant, mais ce garçon dont vous parlez, c'est pas possible, des choses comme ça, et ça le tarbustait, etc. Il dit, je voudrais le connaître. Alors, il était venu en France pour remettre un prix dans une université, et Rémi, il avait dit, Rémi, il faut me l'organiser, il faut que je le voie. Et alors ce soir-là, on a passé un dîner tranquillement tous les 4,
tous les quatre, lui, Rémy Lacombe et sa femme et moi, et, pour voir ce zozo qui avait fait des choses extraordinaires sans s'en rendre compte. Enfin, ça, c'est une anecdote. C'était Lord Mountbatten? Comment? Oui. Lord Mountbatten. Mountbatten, c'était Mountbatten. Alors, Lord Mountbatten voulait absolument le voir, etc. Parce que pour lui, c'était quelque chose d'absolument exceptionnel. Je disais ahurissant. Bon, enfin, ceci passé, l'anecdote. Je reviens à mon propos. Alors, tout s'est bien passé. Le réseau s'est développé, mes fonctions étaient de plus en plus importantes, puisque j'étais l'émanation de Rémy, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors que j'avais 18 ans, jamais personne, aucun des agents, n'a discuté un seul moment ce que je leur demandais de faire, ce que je désirais connaître, ce que je désirais rapporter et les instructions que je leur donnais. J'étais Rémy. Pour eux, c'était son émanation, etc. Et puis, Rémy, les choses passent, etc. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé. Un beau jour, je suis tombé dans une souricière, c'était le 30 mai 1942. Je suis venu voir un agent qui nous avait trahis. Alors là, bon, ce jour-là, j'ai disparu dans la trappe. Je suis retrouvé à la prison de la Santé d'abord. Les interrogatoires, je n'en parlerai pas. Croyez-moi, ça n'a pas été une affaire facile. Et puis, bon, je suis resté 10 mois à la Santé, puis à Fresnes, dont 2 mois d'ailleurs enchaînés. J'avais les mains dans le dos, enchaîné par les menottes. Bon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais de toute manière, comme j'étais au secret, que je ne voyais personne, dans ma cellule qui faisait 3 mètres sur 3 mètres, c'est-à-dire 9 mètres carrés, bon, j'ai passé 10 mois de cellule comme ça. Comment passe-t-on ce temps? Ben finalement, on s'y habitue, et puis moi je suis croyant, très croyant, et j'ai prié. Alors c'était très simple, je sais pas. Non, j'étais en communication avec. Je parlais avec lui, avec Dieu, puis le temps passait. Puis un beau jour, j'ai été envoyé à Mauthausen. Alors là, le convoi est parti le 25 mars 1943. C'était le jour de l'Annonciation. On a passé 2 jours dans un train, on n'a pas eu de problème. On était un premier convoi, on était 50, sans histoire, ça s'est passé avec la gendarmerie allemande, etc. On est arrivé à Mauthausen. Quand le train s'est arrêté à Mauthausen, alors là, d'un seul coup, changement total. La porte est ouverte brutalement, des cris à l'extérieur, il y avait des cris, des chiens qui aboyaient, etc. Les soldats allemands se sont précipités dans le wagon, qui est un grand wagon de poste allemand, et nous on fait sortir à coups de pied, de coups de crosse, etc. On était complètement ahuris, etc. Alors on est parti vers Mauthausen, le camp de Mauthausen, et alors quand on est arrivé 3 kilomètres plus haut dans ce camp, il était tard le soir, il était 7-8 heures le soir. Devant cette façade toute noire, avec cet aigle qui était au-dessus, cette porte immense, etc., etc. Sous les coups, sous les cris, sous les aboiements, je me suis dit, je viens d'arriver dans une succursale de l'enfer, et je dois dire d'ailleurs que c'en était une. Alors, je suis resté 8 jours à Mauthausen, et puis de là, j'ai été transféré avec mes camarades à Gusen. Gusen, c'était le cours disciplinaire. Que vous dire de ce camp de concentration? C'était sans aucun doute un camp extrêmement dur. C'était le camp le plus dur, vraisemblablement, avec Bergen-Belsen. Là, bon, il n'y avait pas de chambre à garde d'ailleurs à Gusen. Il y en avait une petite à Mauthausen, mais elle n'a jamais servi. C'était trop long, trop compliqué. On tuait à la main, c'était beaucoup plus rapide. Alors on tuait à coups de pelle, à coups de pioche, à coups de baramine, à coups de cailloux, etc. On tuait. Il fallait faire de la place pour ceux qui arrivaient.
Je suis resté dans ce camp pendant 26 mois. J'ai eu des hauts, des bas. J'ai eu des périodes fastes. En particulier, je vais vous en citer une. Ça faisait 3-4 mois que j'étais à Gouzen. Et là, j'étais tombé malade, un coup de fièvre, etc. Je suis donc rentré au Révire. J'avais accepté au Révire, le dispensaire, etc. Au bout d'une semaine, paf, on m'a dit maintenant, c'est fini, dehors. Et ce dimanche, c'était un jour d'été, il faisait du soleil, c'était très beau. Je venais de manger la soupe maigre. Et j'étais assis devant le bloc. Et puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire demain matin? Oh là là, où est-ce qu'on va me mettre? Parce que j'avais perdu la place que l'on m'avait attribuée au départ et qui était une place vraiment meilleure que celle d'ailleurs, parce que je travaillais avec je forais des mines pour faire sauter les cailloux dans la carrière. Donc on était tout seuls, on était deux, un petit Polonais qui parlait français et moi, et alors on était tous les deux et on avait des trous à perforer, etc., pour qu'ensuite le meister allemand venait mettre de l'explosif, faire sauter. Alors il y avait comme ça 6 ou 7 groupes de deux personnes qui, alors à chaque tour, on faisait sauter là, on faisait sauter là, on faisait sauter là, etc. Et on passait d'un endroit à un autre. Mais alors on avait une paire royale, parce que personne, on était à flanc de colline, personne ne venait vous voir. Donc on travaillait tandis qu'en bas, c'était toute la journée harcelé par les capots, les sous-capots, les sous-sous-capots, etc., qui tapaient sur les prisonniers, etc., pour aller faites ceci, faites cela, aller plus vite, pour rien d'ailleurs, parce qu'il fallait taper. Bon. Et j'avais perdu cette place. Et alors là, j'étais devant, qu'est-ce que je vais devenir? Et à ce moment-là, en face de moi, parce que les blocs avaient une différence entre chaque bloc, il y avait à peu près 5-6 mètres de différence, un peu plus, peut-être 8 mètres de différence. Et alors en face de moi, la fenêtre était ouverte, il y a un personnage qui s'encadre dans cette fenêtre. Il regarde, il me voit. Commère! Bon, je me lève et puis je vais vers lui. Et à ce moment-là, il me tend une gamelle dans laquelle il y avait des épluchures de pommes. Oh, je prends mon bonnet pour qu'il verse des épluchures dedans. Et puis je le regarde. Pourquoi? Je lui dis merci. J'aurais dû lui dire Dankeschön. Je lui dis merci. Il me regarde. Il me dit Tu bist Franzose? Ja. Oh, Franzose. Et il commence à baragouiner avec moi en français, hein, en m'expliquant qu'il aimait beaucoup les Français parce qu'il avait été à la Légion étrangère pendant un certain nombre d'années, qu'il en avait gardé un souvenir ému, et qu'il dormait, etc. Alors il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je suis bien embêté, etc., parce que voilà ce qui se passe, etc. Il dit, Franzose. Je suis Franz, le capot du Bauleitung. Oh, attention, c'est un très gros commando. Demain, je m'occupe de toi. Tu te mets dans mon commando après l'appel. Ah, merci Franz. Le lendemain matin, je me mets dans le machin et j'arrive là-bas. Je suis affecté à une bétonneuse, etc., avec un certain nombre de gars. Et alors là, et pont. Arbeit. Ah ben je dis le Franz, alors là, je le retiens, etc. 10h du matin, je le vois qui passe à peu près à 50 mètres de là, avec tout son état-major derrière lui. Oh, je pèle ma pêche, je cours vers lui en criant « Franz, Franz !» Les gars qui étaient là avec leur matraque courent derrière moi pour m'assommer. À ce moment-là, le capot se tourne, il me regarde, il me voit « Oh, Franzose, Kommer !» Oh, tous les autres s'arrêtent, bon, ils ne bougent plus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait taper sur l'ami du capot. Alors il dit « Geh weg, foutez-moi le corps. » Et il me dit « Kommer !»
il m'amène dans sa cabane, il me sert une magnifique soupe pleine de pommes de terre. Oh, il frotte, alors ça. Bon, alors il me dit maintenant, écoute, maintenant, tout le monde sait que tu es mon copain. Personne ne te dira plus rien. Mais alors fais attention, parce que si jamais le SS passe, parce qu'il y avait un commando Führer SS par commando, s'il passe, moi je ne peux rien contre le commando Führer. Alors fais pas l'idiot, hein, et puis tout se passera bien. Et puis à partir de ce moment-là, j'avais un nouveau statut. J'étais plus un matricule, j'avais un nom. J'étais Franzose. Et tout le monde savait, attention, on ne touche pas à Franzose. C'est le copain du capot. Alors là, j'étais toujours à la bétonneuse, j'avais toujours une pelle, mais je la tenais comme ça négligemment, je laissais travailler les autres, etc. Puis de temps en temps, je prenais ma pelle, et puis j'allais me balader un peu. Alors, ça amusait le capot qui me croisait de temps en temps. Ah, dis donc, Franzose, tu es toujours en train de te balader, toi, hein? Ben, je lui dis, oui, c'est plus agréable que de travailler. Hein. Alors, bon. Ça a duré à peu près 4 mois, où j'ai eu une paix royale. Et puis au bout de 4 mois, malheureusement, j'ai eu un problème de santé, j'étais couvert de gale. Alors on ne m'a pas demandé si je voulais continuer, rester ou pas rester, on m'a foutu au révire pour parce que j'allais contaminer tous les autres, etc. Alors là, je suis rentré au révire, j'ai eu des complications de santé, je vous passe le reste, etc. Finalement, au bout d'un certain temps, je suis sorti. Entre-temps, des amis à moi, parce que je m'étais fait des relations, s'occupent de moi et ils m'ont fait affecter non plus dans un commando comment dirais-je, de la Clairière ou l'autre, mais dans une petite usine qui venait de s'installer. Il y avait des halls dans lesquels on fabriquait des pièces pour des fusils, des mitrailleuses, etc., pour ce tailleur. Alors j'ai été affecté dans un hall où il n'y avait que des Français d'ailleurs dans ce hall, hein, et là, je suis resté pendant un certain temps dans ce hall où là, quand même, on avait le jour, quand on travaillait le jour, parce qu'on travaillait de jour et de nuit, alors quand on travaillait soit de jour, soit de nuit, il n'y avait aucun problème. Les ennuis commençaient quand on rentrait dans le camp. Enfin, c'était déjà la moitié du temps qui était gagné. Alors le temps a passé, et puis la guerre est arrivée. Le 28 avril, l'ordre est arrivé de remonter tous les Français de Gusen à Mauthausen. Alors on est remonté à Mauthausen, et puis là on a vu des camions suisses, de la Croix-Rouge suisse, qui emmenaient déjà des Français de Mauthausen vers la Suisse. Ils devaient revenir, ils sont pas revenus parce que les Américains sont arrivés le 5 mai et ont libéré le camp. Et là, on est resté dans le camp parce que il y a eu le typhus qui s'est développé, évidemment, à partir de ce moment-là. La discipline, quand même, il n'y avait plus de discipline, plus rien du tout. La maladie a fait périr beaucoup de déportés pendant les 15 jours où nous sommes restés sous l'autorité américaine. Et puis le 17 mai 1945, l'ordre est venu de monter dans des camions. Alors tous les Français sont dans des camions, on nous a amenés à Linz. Le lendemain, on est resté à l'aéroport de Linz parce que comment dirais-je, les Américains, vu notre faiblesse, notre état de santé, etc., ne voulaient pas nous embarquer dans leurs avions en disant vous n'avez pas supporté le voyage, etc. Alors finalement, à force de discuter et de les enquiquiner pour ne pas dire autre chose, le lendemain, ils ont dit d'accord, allez, paf. Alors ils nous ont embarqués dans des forteresses volantes et nous ont amenés à Paris, pas à Paris, le nom m'échappe, enfin peu importe, pas loin de Paris. Et là, comment dirais-je, on a pris le train qui nous a amenés à la gare du Nord, et la gare du Nord au Lutétia où étaient reçus tous les déportés. Nous étions les derniers déportés à arriver, etc.
Et puis, il y avait à peu près une demi-heure que j'étais avec tous mes camarades dans cette grande pièce, énorme salle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit « Dis donc, Pierre, on t'appelle. » « Ah bon, qui c'est que... »« Si, on vient d'appeler Mogé, etc. » Alors, ah bon, c'est le gars qui est là-bas, etc. Bon, alors je vais voir je me dirige vers ce garçon, et là, qu'est-ce que je retrouve? Je trouve en fait ma mère, qui était là. Alors, elle s'est précipitée sur moi en pleurs, etc. Moi j'avoue que bon, tiens, elle est là. Ça ne m'a rien fait. Il faut bien comprendre que, vous savez, 26 mois de camp de concentration, ça vous bouleverse complètement un homme. J'ai vu, le camp de concentration, c'est une autre planète. Et du jour au lendemain, se retrouver dans une vie normale, non. J'ai eu beaucoup de mal à me réadapter, autant sur le plan physique que psychique, parce que évidemment, j'étais très faible. 48 heures après, d'ailleurs, on m'en donnait pas pour longtemps. On me dit non, c'est rien du tout. J'avais une fièvre, une 42 fièvre, etc. Bon, non. Finalement, la petite flamme qui restait, elle est repartie. J'ai mis 5 ans à me rattraper définitivement. Petit à petit, c'est revenu. Je dois dire que je dois beaucoup à mon entourage, parce que, effectivement, ça n'a pas été facile pour eux de supporter un individu qu'il faut complètement réadapter, rattraper, reformer, réinsérer dans une vie normale. Mais enfin, finalement, c'est arrivé, ma santé s'est rétablie, et puis, 1950, c'était la résurrection, j'avais retrouvé ma santé d'autrefois, mon esprit d'autrefois, et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en Afrique. C'est vous dire que j'étais vraiment à ce moment-là complètement rétabli. Voilà l'histoire que je peux vous raconter de cette vie qui a duré pendant 5 ans et qui finalement fait de moi maintenant un des derniers acteurs de cette période difficile, douloureuse et cruelle pour la France. Je voulais vous poser une question. Après la guerre, quand vous êtes revenu en France, quel a été votre sentiment ou vos relations avec les personnes qui avaient pu collaborer, eux, pendant cette période? Je les ai ignorés. Ah, non, ça... J'avais autre chose à faire que de m'occuper de ces choses-là. Ça ne m'intéressait pas. Vous savez, ça avait été très, très difficile. Je regardais là, autour de moi, et j'avais du mal à comprendre la manière dont les gens vivaient, vous comprenez? Alors, il fallait que je les imite. Alors, il fallait que je devienne ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, la collaboration ne m'a pas intéressé du tout. De toute manière, c'était le passé. Je n'en ai jamais voulu à personne, rien du tout. C'était la guerre. C'était le devoir. C'était le sacrifice. C'était le rôle que l'on devait jouer. C'était ce que nous devions faire en tant que Français. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas plus méritant que les autres. Énormément de Français se sont sacrifiés comme moi et ont agi comme moi, etc. Chacun dans son petit domaine, chacun apportant ce qu'il pouvait faire pour le bien de la communauté. Ce qui me chagrine à l'heure actuelle, c'est de voir que cette communauté, cette nation française que j'aime tant, est en train de se détruire devant mes yeux. Les uns et les autres n'ont pas conscience d'appartenir vraiment à ce pays qui leur apporte tout, mais ils pensent à autre chose, ils sont français sans le savoir, ils n'agissent pas en tant que français, ils sont français parce qu'ils ont un passeport, on a l'impression, mais en réalité, non, ils sont, je ne sais pas ce qu'ils sont. Ils sont mondialistes, ils sont ceci, ils sont cela. En fait, ils ne sont rien du tout. Alors qu'en réalité, le salut, il est dans la nation. C'est la nation qui vous protège. C'est la nation qui vous défend. C'est la nation qui vous permet de vous exprimer, de pouvoir vivre d'une manière tranquille, heureuse. Mais vous voulez être tout seul. Et le drame, c'est que
chacun maintenant vit renfermé sur lui-même, n'ayant plus de contact même avec ses proches ou ses voisins, comme autrefois, quand on croisait quelqu'un, on lui disait bonjour, et il vous disait bonjour. Quand on passait sur un chemin de terre, dans les champs ou à la campagne, on voyait des gens qui étaient en train de travailler, etc. Bon, ils étaient là, on faisait signe, on levait la main, on disait bonjour, et les gens, ils s'arrêtaient une seconde de travailler, ils regardaient, ils disaient, ah oui, ça, bonjour. Bon. On était une nation, on était une communauté vivante qui s'appréciait. Bon, ben d'un coup, il y avait des périodes difficiles où quelquefois on s'affrontait. C'est comme dans les familles, vous comprenez. Bon, on a beau être frères et sœurs, de temps en temps, on se chamaille. Hein. Mais on se rassemblait toujours dès qu'il y avait la difficulté, dès qu'il y avait le problème, et on se soudait pour s'entraider, pour se soutenir, pour se défendre. Alors moi, j'ai bien peur qu'à l'heure actuelle, nos ressortissants risquent d'avoir un réveil pénible un de ces jours, vous savez, parce que le salut, il est dans l'union, et nulle part ailleurs. Ça, il faudrait y réfléchir, et ça, c'est un problème qui vous intéresse maintenant. C'est votre rôle à vous, c'est votre devoir, c'est votre action à mener. Rassemblez-vous. Voilà. Bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, chacun doit le voir ce qu'il veut. Mais rassemblez-vous, vous êtes ensemble et vous devez rester ensemble. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas accueillir les autres, ça ne veut pas dire que... Non, au contraire, il faut être généreux, il faut être accueillant, mais il faut aussi être raisonnable. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Francard a dit un jour, la France n'est pas là pour subvenir à la misère du monde. Il a raison. La France est un petit pays maintenant dans ce monde gigantesque. Et la France n'a pas les moyens de subvenir à toutes les misères qui peuvent se présenter. Dieu sait s'il y en a de ces misères. Et moi, j'avoue que franchement, tous les matins, je m'excuse de cette digression, mais je prie pour les malheureux, je prie pour ceux qui souffrent et qui sont dans des situations bien difficiles et bien critiques. Et je dis, Seigneur, arrêtez la guerre. Seigneur, rassemblez les gens. Seigneur, faites que nous nous rappelons que nous sommes tous frères. En réalité, regardez le dernier incident, la guerre d'Israël et le Hamas. C'est la guerre fraternelle, car en définitive, si l'on veut bien, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Bible, l'histoire, etc., mais elle dit, chacun dit, nous sommes issus du même Père. Effectivement, ils sont issus d'Abraham. Alors, les uns de la femme d'Abraham, les autres de la servante d'Abraham, que la femme d'Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfant à l'époque, avait choisi pour que Abraham ait une descendance. Alors la servante a d'abord eu un fils, Ismaël, et puis ensuite Dieu est intervenu et a dit « ta femme va avoir un enfant ». Et il y a eu Isaac. Mais ce sont des demi-frères. Et nous sommes tous frères, tous. Si on veut, scientifiquement, sans parler de la question spirituelle, qui, elle, évidemment, peut porter à discussion, mais on est bien obligé de savoir, de convenir que nous sortons tous, à un moment donné, de la même cellule. D'où vient-elle, cette cellule? On ne le sait pas encore. Mais il y a eu une cellule, à un moment donné, qu'on a rencontré une autre, pif, et ça fait quelque chose, dont nous sommes issus. Nous sommes issus du même noyau. Et ça, évidemment, il faudrait essayer d'y réfléchir un peu, et ce qui devrait nous amener peut-être à mieux nous comprendre. Enfin, c'est ce que je souhaite. Voilà ce que je pouvais vous dire de moi et de mes réflexions. Une petite dernière question. Est-ce que vous êtes resté en contact avec des gens que vous aviez connus pendant cette période dans les camps ou quand vous êtes rentré après? Alors, je vous ai dit mon âge tout à l'heure. Je suis le dernier. Ils ont tous disparu. Oh, pendant longtemps, on a été en contact les uns avec les autres à travers nos associations de déportés. Il n'y avait pas de problème. On se connaissait très bien. Bon, on avait le droit de penser, les uns étaient communistes, moi j'étais gaulliste, les autres étaient autre chose, etc. Mais on était ensemble, déportés, il n'y avait pas de problème. Hein. On se soudait la main et on ne s'est jamais affrontés. Mais bon,
petit à petit, tout ça, ils ont tous disparu. Et je dois dire, il y a 1 an ou 2, j'ai reçu, comme je reçois, je crois qu'ils émettent ça chaque trimestre, l'amicale de Mauthausen émet un bulletin. Et j'étais curieux, j'ai téléphoné. J'aurais dit, voilà, je suis Pierre Mauger, j'étais un ancien de Gouzen. Oui, oui, monsieur Mauger, parce que je fais partie du conseil d'administration de l'amicale. Bon. Alors, j'y vais jamais, bien sûr, puisque je ne peux pas me déplacer, mais j'en fais partie. Et je dis, mais combien est-ce qu'on reste? Alors il m'a dit, ah ben écoutez, je vais vous donner en ce moment, à Mauthausen, vous êtes 21. Ah bon? Et écoutez, je vais vous donner leur nom, quelquefois, est-ce que vous auriez, un de ces noms vous rappellerait quelque chose? Alors il m'a appelé les 21 noms. J'ai dit non, je ne connais aucun de ses camarades. En réalité, d'ailleurs, sur les 21 inscrits à l'amicale de Mauthausen, la plupart étaient arrivés à Mauthausen en fin de course, c'est-à-dire après avoir quitté Buchenwald ou autre, etc., devant l'avance des troupes alliées, ils avaient reflué. Alors, quelques-uns étaient arrivés à Mauthausen où ils ont passé 3 ou 4 mois ou 6 mois, etc. Ce n'est pas vraiment des déportés de Mauthausen. Du fait que j'ose plus les rappeler pour m'entendre dire « Ah ben non, vous êtes le dernier, vous comprenez ?» Bon, j'ai encore l'espoir qu'il y en a une autre. Ce que je suis à peu près sûr, c'est que je suis certainement le dernier déporté de Gouzen. Il ne doit plus y en avoir. Bah, être le dernier, c'est pas une gloire, hein, vous savez, c'est une constatation. Hein. Voilà. Alors il me reste à vous remercier d'avoir été patient, d'avoir bien voulu m'écouter. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Vous avez été très sage. Je vous en félicite. Merci. Voilà. Merci d'avoir Vous savez, l'intégré. faut être un peu indulgent avec moi parce que malgré tout, je commence à fatiguer, vous savez. Bah oui, on s'en doute, mais c'est que ça se voit pas du tout. Mais on Vous êtes en pleine forme. Bon, oui, c'est ce que me dit mon médecin. Mais il m'a dit simplement, vous revenez me voir dans 6 mois, parce que je dis, il n'y en a pas combien de temps, etc. Il dit, revenez me voir dans 6 mois. Alors, bon, j'ai 6 mois de sûr.